Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers littéraire qui a vraiment captivé des millions de lecteurs, la série A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. Bonjour, oui, un véritable phénomène. Exactement. Et pour en parler, on s'est basé sur pas mal de sources, le site de l'auteur, Wikipédia bien sûr, Audible, Goodreads et même le Wiki Fandom dédié à la série. Une bonne base pour essayer de comprendre, ouais. Notre objectif, c'est un peu de décortiquer ce succès. On va regarder l'intrigue, les personnages, d'où vient la série, son impact énorme, mais aussi les controverses, et puis les adaptations possibles. Un programme chargé. Oui. Et d'ailleurs, pour commencer, un truc assez fou, cette série, c'est un best-seller mondial, numéro 1 partout, mais en même temps, elle fait partie des livres les plus contestés, voire censurés, dans certaines écoles américaines. Ça interpelle, non? Ah oui, ça pose question d'entrée de jeu. Allez, c'est parti, on décrypte ça. Alors, pour ceux qui connaissent pas encore, A Court of Thorns and Roses, ou Un palais d'épines et roses en français, c'est classé comment? Fantasy romance. C'est ça, on est en plein dans la fantasy romance, un genre qui a explosé ces dernières années, en partie grâce à cette série d'ailleurs. Et ça raconte quoi, au début? L'histoire commence avec qui? Elle commence avec Fair Archeron, une jeune femme de 19 ans, humaine, qui vit dans la pauvreté avec sa famille et qui doit chasser pour les nourrir. Ok, une situation assez classique pour démarrer une histoire de fantasy, on va dire. Oui, mais ça bascule très vite. Un jour, en chassant, elle tue un loup. Sauf que c'était pas un simple loup. Ah, une créature magique, j'imagine? Exactement. Une créature féerique. Et peu après, une bête, une créature vraiment terrifiante, débarque chez elle pour réclamer. Réparation. C'est-à-dire? Une vie pour une vie, en gros. Elle est forcée de suivre cette bête et de traverser un mur magique pour aller vivre à Prysiane, le royaume des fées. D'accord, donc elle est prisonnière. Au début, oui. Elle se retrouve dans le domaine de cette bête, qui s'appelle Tamelin, et là, évidemment, elle découvre que les choses sont plus compliquées. Et il n'est pas juste une bête, c'est ça? Voilà, il est en fait Tamelin, un grand seigneur fée, celui de la cour du printemps. Il est puissant, immortel, mais il porte une malédiction comme toute sa cour. Fer découvre un monde magique, magnifique, mais aussi très dangereux, avec des intrigues, des créatures. Et une relation commence à naître entre Fer et Tamelin, j'imagine. La romance. C'est ça. Une romance commence à se développer, mais en parallèle, il y a une menace, une sorte de mal, une ombre qui grandit et qui pèse sur tout Prysidienne. D'accord, c'est le point de départ du premier tome. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est ce mélange, comme on disait. De la fantaisie pure, avec un monde complexe, de la magie, des enjeux politiques qui se dessinent, et une romance très centrale. D'où ce terme de romantésie. Oui, j'ai vu ça. C'est un terme qui s'est vraiment imposé. Il y a aussi cette histoire de classification, non? Jeune adulte, nouvel adulte. Tout à fait. C'est une question importante pour cette série. Initialement, elle a été publiée dans la catégorie Young Adult, donc pour les adolescents. Mais au fur et à mesure, et surtout avec une réédition des couvertures vers 2020, elle a été de plus en plus positionnée en New Adult. Le new adult, c'est quoi exactement la différence? C'est pour les jeunes adultes, genre 18-30 ans? C'est ça. Généralement, ça vise cette tranche d'âge et ça peut aborder des thèmes plus matures, des expériences de vie de jeunes adultes. Et souvent, oui, un contenu sexuel plus explicite que dans le young adult traditionnel. Et apparemment, l'auteur, Sarah J. Maas, tenait à ce contenu plus mature. Oui, d'après les sources, elle a insisté pour que les scènes plus explicites, notamment sexuelles, ne soient pas coupées ou édulcorées, même quand c'était encore marketé UA au début. C'est un choix assumé. D'accord. Ce qui explique peut-être en partie pourquoi ça parle autant à un public adulte, mais aussi pourquoi ça coince dans certains contextes plus conservateurs. Probablement oui. Ce positionnement un peu hybride et ce contenu assumé, c'est une des clés de la série, pour son succès comme pour les polémiques. Et donc l'histoire évolue beaucoup après ce premier tome? Ah oui, énormément. C'est une saga, hein. Les tomes suivants, A Court of Mist and Fury, A Court of Wings and Ruin, et les autres développent considérablement l'univers et les personnages. Fer change radicalement. Elle traverse des épreuves terribles et elle acquiert elle-même des pouvoirs. Elle devient une grande fée. Elle n'est plus la simple humaine du début. Plus du tout. Et on découvre d'autres cours féeriques, comme la cour de la nuit, qui est fascinante, avec son propre grand seigneur, Rhysand. Un personnage très important et complexe, qui prend une place centrale dans l'intrigue et dans la vie de Fer. Rhysand, oui, j'ai entendu dire qu'il était très populaire auprès des fans.
Ah oui, c'est peu de le dire. La dynamique entre Fer et Rysand devient un moteur essentiel de la série. Et, au-delà de la romance, l'intrigue prend une dimension épique. Il y a des enjeux politiques majeurs, une guerre imminente contre un roi ennemi, le roi d'Hiberne, Ça devient plus complexe que juste une histoire de malédiction à briser. beaucoup plus. Et ce qui est frappant aussi, c'est l'exploration psychologique. La série aborde des thèmes assez lourds. Le traumatisme, Fer est marqué par ce qu'elle a vécu, le stress post-traumatique, la dépression, mais aussi la guérison, la reconstruction de soi, la notion de consentement, le pouvoir féminin. C'est intéressant. On n'est pas juste dans l'action et la romance pure. Non, pas seulement. Surtout à partir du deuxième tome, et ça s'accentue encore après. A Court of Silver Flames, le dernier tome paru, se concentre d'ailleurs sur Nesta, la sœur de Feyre, et son propre parcours de guérison après ses traumatismes. On explore vraiment l'amour sous toutes ses formes, le sacrifice, les jeux de pouvoir, la famille choisie. Des thèmes forts, et ça explique peut-être la taille des livres. Ils sont connus pour être assez conséquents. Ah oui, ce sont de belles briques, souvent plus de 600 voire 700 pages. Certains tomes dépassent les 200 000 mots, c'est énorme. Mais ça permet justement de développer cet univers riche, ses intrigues multiples et ses personnages en profondeur. C'est un investissement pour le lecteur, quoi. Carrément. Mais c'est ce qui crée, je pense, cet attachement si fort des fans. On passe du temps dans ce monde avec ces personnages. On les voit évoluer, souffrir, aimer. Ça crée une connexion. D'accord. Cet univers si riche, alors, comment il est né? D'où vient l'inspiration de Sarah J. Maas? Il paraît que ça a été rapide au début. C'est ce qu'elle dit, oui. Elle aurait commencé à écrire le premier livre au printemps 2009 et elle aurait rédigé la première ébauche en 5 semaines seulement. 5 semaines? Oui, Pour un livre de cette taille, c'est fou. oui, elle décrit ça comme une expérience d'écriture un peu magique, très intense. Évidemment, une première ébauche, ça demande ensuite beaucoup de travail, mais quand même, le noyau de l'histoire est venu très vite. Et pour les idées, les inspirations, on sent fort l'influence des contes de fées, non? Ah oui, clairement, c'est même revendiqué. Pour le premier tome, l'inspiration principale, c'est La Belle et la Bête. C'est assez transparent. La jeune femme prisonnière d'une créature maudite dans un château enchanté. Oui, ça saute aux yeux. Mais il n'y a pas que ça. Elle cite aussi comme influence À l'Est du Soleil et à l'Ouest de la Lune, qui est un conte nordique moins connu, mais avec des thèmes similaires, et la ballade écossaise de Tamlin. Tameline, ça parle de quoi? C'est l'histoire d'une jeune femme qui doit sauver son amant, un chevalier humain, qui a été enlevé et qui vit parmi les fées. Elle doit le récupérer lors d'une procession féerique. C'est assez sombre et magique. On retrouve des éléments de ça aussi. Donc c'est pas juste une réécriture, c'est plus un mélange d'inspiration. Exactement. Elle prend des éléments, des archétypes, des ambiances de ses contes, mais elle construit sa propre histoire, son propre univers. Et ça continue dans les tomes suivants. Pour A Court of Mist and Fury, le deuxième, beaucoup de gens pointent l'influence du mythe d'Hadès et Perséphone. Ah oui, comment ça? La dynamique entre Fer et Rysand, le seigneur de la cour de la nuit, un royaume caché, sombre, puissant. Rysand qui est un peu vu comme un méchant au début, qui enlève Fer d'une certaine façon. Ça rappelle beaucoup l'histoire de Perséphone, emmenée aux enfers par Hadès, et qui finit par y trouver sa place et son pouvoir. Je vois le parallèle. Ça a fait bien trouver, hein. Oui, et il y a d'autres clins d'œil plus discrets. Un personnage comme la tisseuse, une créature dangereuse qui vit dans une cabane dans les bois, pourrait être inspiré de Hansel et Gretel, ou encore une histoire secondaire de personnages nommés Myriam et Dracon qui auraient des échos très lointains du livre de l'Exode. C'est ce mélange qui fait la richesse, je pense. C'est fascinant de voir comment tous ces vieux récits peuvent encore nourrir l'imaginaire aujourd'hui. Et au départ, ça devait être une trilogie, c'est ça? Oui, initialement c'était prévu comme une trilogie centrée sur Fer et Tamlin, puis Fer et Rysand, mais vu le succès et la richesse de l'univers, ça s'est étendu. On en est où maintenant? 5 romans? 5 romans principaux, oui. Plus une nouvelle, A Court of Frost and Starlight, qui fait le pont entre la première trilogie et la suite. Et il y a aussi eu un livre de coloriage officiel pour les fans les plus dévoués. Et ce n'est pas terminé? Non, l'auteur a confirmé qu'elle travaille activement sur la suite. Un 6e roman est en cours d'écriture. La première ébauche serait même terminée depuis mi-2023, apparemment. Pas de date de sortie annoncée pour l'instant, mais les fans attendent ça avec impatience. Et une autre nouvelle serait aussi prévue. L'univers continue de s'étendre. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes sur le développement de la série, des détails qu'on connaîtrait? Oui, on a quelques infos amusantes. Par exemple, le titre du deuxième livre, A Court of Mist and Fury, qui est iconique maintenant, n'a pas été trouvé tout de suite.
Il y a eu d'autres idées, comme A Court of Wind and Stone ou A Court of Stars and Smoke. Ah oui, ça change l'ambiance. Carrément. Ça montre que le processus créatif, c'est aussi chercher, tâtonner. Et puis, un autre élément important, ce sont les couvertures. Les couvertures originales étaient très typées young adult. Mais en 2020, il y a eu un redesign complet. Oui, je les ai vues. Elles sont très différentes, plus stylisées, plus sombres peut-être. Exactement, plus adultes en fait. Elles ont été faites par des artistes comme Charlie Bowater et elles ont un style très marqué qui a beaucoup contribué à repositionner la série visuellement vers le public new adult et à lui donner cette identité forte qu'on lui connaît maintenant. Ces couvertures sont devenues un élément clé du phénomène. Une identité forte, un univers riche, des personnages complexes, tout ça a mené à un succès assez incroyable, non Ève? Parlons chiffres. Ah là, oui, les chiffres sont vertigineux. Numéro 1 sur la liste des best-sellers du New York Times. Ça, c'est déjà un marqueur fort aux États-Unis. Mais le chiffre qui circule, c'est plus de 13 millions d'exemplaires vendus dans le monde. 13 millions. C'est énorme. C'est colossal, oui. Ça place vraiment la série dans la catégorie des très gros phénomènes d'édition de ces dernières années, aux côtés de géants comme Harry Potter ou Twilight, même si c'est dans un registre différent. Et puis il y a les récompenses décernées par les lecteurs, comme les Goodreads Choice Awards. Elle en a gagné plusieurs. Oui, A Court of Mist and Fury, le tome 2, A Court of Wings and Ruin, le tome 3, et A Court of Silver Flames, le tome 5, ont tous remporté le prix dans la catégorie fantasy ou romantasy. Et être choisi par les lecteurs sur une plateforme comme Goodreads, c'est un signe très fort de popularité et d'engagement. Ça montre que ce n'est pas juste un succès critique ou marketing, mais un vrai coup de cœur du public. Exactement. Les notes sur Goodreads sont d'ailleurs très élevées, souvent au-dessus de 4 étoiles sur 5, et même 4,5 pour certains tomes, notamment le deuxième, qui est souvent considéré comme le préféré des fans. C'est le signe d'une communauté de lecteurs très très investie. Et on voit la série citée partout, dans des listes de meilleurs livres de médias très variés, de BuzzFeed à Cosmopolitan en passant par Wired ou Business Insider. Un vrai race de marée. Mais on l'a dit au début, ce succès a aussi une face plus sombre, ou en tout cas plus polémique, la censure. Oui, et c'est là que ça devient vraiment complexe et très actuel. Nos sources, notamment Wikipédia, qui compile pas mal d'articles de presse là-dessus, documentent bien ce phénomène. Le cas le plus emblématique, c'est celui du tome 2, A Court of Mist and Fury. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce tome? L'American Library Association, qui est l'association des bibliothécaires américains, l'a classé dans son top 10 des livres les plus contestés et interdits dans les bibliothèques scolaires aux États-Unis en 2022. Le top 10 des livres les plus interdits. Carrément. Oui, c'est une liste qui fait beaucoup parler chaque année et qui recense les tentatives de retrait des livres des écoles et bibliothèques publiques. Et ACOTAR y figure en bonne place. Et ce n'est pas juste un cas isolé dans une école. Non, malheureusement. Les sources rapportent plusieurs incidents spécifiques dans différents États. Par exemple, à Mason City, dans l'Iowa, un district scolaire a fait polémique en utilisant ChatGPT, oui, l'intelligence artificielle, pour scanner les livres de ses bibliothèques et identifier ce qui contenait des descriptions d'actes sexuels, jugés contraires à une nouvelle loi locale. Et A Court of Mist and Fury a été retiré sur cette base. Utiliser l'IA pour censurer des livres, c'est assez dystopique comme idée. Ça a soulevé beaucoup de questions, oui. Ailleurs, en Caroline du Nord, un comité scolaire a banni le tome 4, A Court of Frost and Starlight, le jugeant inadapté ou vulgaire. Dans le Tennessee, un autre district a carrément retiré toute la série des étagères, apparemment sans suivre la procédure normale de réévaluation des livres. Même si une association locale conteste cette décision. Et ça continue. Ça semble être une tendance persistante. Une source mentionne qu'en 2024, dans l'Utah, l'ensemble des 5 livres de la série ACOTAR, plus un autre livre de Sarah J. Maas, ont été bannis de toutes les écoles publiques de l'État pour contenu sensible objectif. Contenu sensible objectif, qu'est-ce qu'ils mettent derrière ça? C'est le sexe, la violence? C'est principalement ça qui revient dans les justifications. Le contenu sexuel jugé trop explicite pour des mineurs et la violence. Ce sont les arguments classiques dans ce genre de campagne de censure qui visent souvent la littérature young adult et new adult aux États-Unis en ce moment. C'est important de le préciser, oui. On rapporte les faits tels qu'ils sont décrits. C'est une situation assez tendue là-bas sur ces questions. Très tendue, et ça met en lumière ce paradoxe. Une série adorée par des millions de jeunes et d'adultes, mais jugée dangereuse ou inappropriée par certains groupes ou institutions. Un tel succès, une telle base de fans, on imagine que Hollywood a dû s'y intéresser de près. Qu'en est-il des adaptations?
Alors, il y a eu des projets, oui, mais c'est un peu l'Arlésienne pour l'instant. Au tout début, en 2015, il y avait une option pour faire un film prise par une société appelée Tempo Productions. Une scénariste avait même été annoncée en 2018. Mais ça n'a pas été plus loin? Non, apparemment, le projet de film a été abandonné. Et ensuite, l'idée a évolué vers une série télévisée, ce qui semble plus logique vu la taille des livres et la richesse de l'univers. Une série? Par qui? En mars 2021, il y a eu une grosse annonce qui a fait beaucoup de bruit. Hulu, la plateforme de streaming, développait une série à Cotard, et avec un grand nom derrière, Ronald D. Moore. Ah oui, le créateur d'Outlander et de la nouvelle version de Battlestar Galactica. C'est une pointure? Exactement. Et Sarah J. Maas, elle-même, devait être coproductrice exécutive et participer à l'écriture. Donc, sur le papier, ça semblait très prometteur. Les fans étaient évidemment en ébullition. Et depuis? Plus rien. Ou des nouvelles contradictoires. C'est ça le problème. C'est le flou total. En février 2024, le site spécialisé TV Line a affirmé que le projet était abandonné par Hulu, qu'il ne se ferait pas. Grosse déception. Ah mince. Sauf que, quelques jours plus tard, un autre média très sérieux, Variety, a publié un article disant que non, l'info de TV Line était inexacte et que la série était toujours en développement chez Hulu. Peut-être pas activement en production à ce moment-là, mais pas annulée. Donc on ne sait pas vraiment où ça en est. Exactement. Statu quo. Incertitude totale. Est-ce que c'est en pause? Est-ce que ça cherche un nouveau souffle? Est-ce que c'est discrètement enterré? Personne ne semble avoir la réponse définitive pour l'instant. C'est assez frustrant pour les fans qui attendent de voir Pritien prendre vie à l'écran. Oui, j'imagine la frustration. Mais en attendant une hypothétique série, l'univers existe sous d'autres formes, non? On a parlé du livre de coloriage. Oui, il y a ça. Et il y a surtout les livres audio, qui sont un énorme succès. La version anglaise, lue par Jennifer Ikeda, est très populaire et très bien notée sur Audible, par exemple. Beaucoup de gens découvrent ou redécouvrent la série par ce biais. La narration est bonne? Apparemment, elle est très appréciée, oui. Elle arrive bien à rendre l'atmosphère et à incarner les différents personnages, ce qui n'est pas évident avec une histoire aussi riche. Et il existe même des versions avec plusieurs acteurs. Des sortes de fiction audio. Oui, c'est ça. Des adaptations en audiodrame ou dramatized audio, avec une distribution complète. Chaque personnage principal a sa propre voix. En anglais, par exemple, on a Melody Muse pour Fer, Henry W. Kramer pour Tamlin, Gabriel Michael pour Lucien. Ça donne une expérience encore plus immersive, un peu comme écouter une série sans les images. C'est une autre façon d'entrer dans l'univers. Tout à fait. Et ça montre que la franchise est bien vivante et qu'elle explore différents formats pour satisfaire l'appétit des fans. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ce qu'on a dit. A Court of Thorns and Roses, c'est bien plus qu'une simple série de livres à succès, finalement. Ah oui, c'est clair. C'est devenu un véritable phénomène culturel, surtout dans cette sphère de la romantasie. On a un univers très riche, très détaillé, qui puise dans les contes de fées, mais qui a su créer sa propre mythologie, ses propres codes. Et qui est porté par une communauté de fans extrêmement engagés et passionnés à travers le monde. Absolument. Mais c'est aussi, et c'est ça qui est intéressant pour l'analyse, une œuvre qui cristallise beaucoup de tensions actuelles. Tensions sur la classification des genres. Où s'arrête le young adult? Où commence le new adult? Qu'est-ce que ça implique? Et tension autour de la censure, comme on l'a vu. Exactement. La série est devenue, un peu malgré elle peut-être, un symbole des débats très vifs sur ce que les adolescents et les jeunes adultes peuvent ou doivent lire, sur la représentation de la sexualité, de la violence, du traumatisme, dans la littérature qui leur est destinée. Surtout dans le contexte américain actuel. C'est un cas d'étude assez fascinant, en fait, si on veut comprendre certaines dynamiques de l'édition populaire aujourd'hui et les enjeux culturels qui y sont liés. A Cotard est un bon exemple. Tout à fait. Ça montre la puissance d'une bonne histoire, d'un univers immersif, pour créer une communauté. Les chiffres de vente, l'activité en ligne, les fanfictions, les prix du public, tout ça témoigne de cet engouement. Et en même temps, ça soulève des questions de fond sur la liberté d'expression, l'accès à la culture, le rôle des bibliothèques, les paniques moraux autour de la jeunesse. C'est très riche. Et pour finir, peut-être une question pour ouvrir la réflexion. Vous avez beaucoup parlé des inspirations venues des contes de fées. Oui. Or, quand on relit les versions originales de ces contes, les Grimm, Perrault, c'est souvent très sombre, très violent, parfois même assez cru, non? Ah oui, tout à fait. Les versions originales sont loin d'être édulcorées.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Cette réaction parfois très forte aujourd'hui contre le contenu jugé mature dans des livres comme ACOTAR, qui sont pourtant les héritiers de ces contes. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu oublié la noirceur originelle de ces histoires qui ont bercé notre imaginaire collectif? Est-ce qu'on a un rapport différent, peut-être plus aseptisé à ces récits fondateurs? C'est une excellente question. Vraiment une piste de réflexion intéressante sur notre rapport à la fiction, à la noirceur et à l'héritage culturel. Qu'est-ce qu'on accepte des anciens récits qu'on refuse aux nouveaux? Voilà, une question à méditer. Ça conclut notre exploration d'aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur d'ACOTAR. Merci à vous.